bonjour à tous. Eh bien, merci beaucoup et effectivement vous êtes déplacés. Merci beaucoup à l'Université de Limoges de nous accueillir, à la Faculté de médecine également. Monsieur le doyen, merci pour cet accueil. Tout d'abord, vous parlez donc de cet événement, ces rencontres de la simulation numérique en santé. L'idée de cet événement, c'est simplement de démocratiser cette thématique. La simulation, au sens très large du terme, on en reparlera tout à l'heure, se démocratise de plus en plus, elle devient même incontournable. Un aspect complémentaire de cette simulation, c'est la simulation numérique. Et ça, souvent, ça reste un peu plus flou des formateurs en santé, des enseignants et même du coup des étudiants en santé. Donc l'idée de ces rencontres, c'est donc un tour de France pour aller justement un peu vulgariser cette thématique un peu technique auprès du plus grand nombre et d'amener cette technologie également dans les facultés. Donc on va parler ce soir de réalité virtuelle, de cas cliniques virtuels, de réalité augmentée, de serious games, qui sont peut-être des termes que vous connaissez un peu plus, et on va essayer d'apprendre, de comprendre ensemble l'intérêt de tout ça, donc dans cette première partie, et ensuite on parlera un peu plus de l'aspect pédagogique avec cette table ronde. Donc voilà, l'idée étant de partir dans toutes les facs de France, une première étape avec des démonstrations. Certains d'entre vous, je crois, ont eu l'opportunité dans la journée de tester un cas clinique en réalité virtuelle. L'idée maintenant étant d'en parler et de voir vraiment si ça vaut le coup de se lancer dans ce type de solution. Donc merci Monsieur Moreau de m'avoir présenté. Effectivement, je suis issu de la faculté de pharmacie de Dijon et je suis maintenant bordelais car la société Sim4Health est basée à Bordeaux. Alors, comment on se retrouve en tant que pharmacien dans une start-up qui fait du digital en santé, simplement avec le goût des chemins un petit peu de traverse. Simplement pour vous parler de moi quelques secondes, j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai arrêté mes études à la fin de ma 4e année et j'ai fait 2 ans d'année sabbatique pour faire le tour du monde à moto, avec pour objectif d'aller rencontrer les pharmacies du monde et de faire ma thèse sur les différences entre les pharmacies dans le monde. Donc un projet de 2 ans passionnant, et je suis revenu avec l'idée un petit peu de changer ces études en santé, et le numérique répond bien à tout ça. Sim4Health, pour vous en dire quelques mots, donc nous sommes une société française, comme je l'ai dit, basée à Bordeaux. Nous sommes un éditeur spécialisé dans la formation des professionnels de santé, dans la création de solutions numériques pour la formation de ces professionnels de santé. Et donc on s'inscrit complètement dans la simulation avec ce principe éthique dicté par la HAS, jamais la première fois sur le patient. Donc c'est vraiment notre leitmotiv et c'est l'objectif qu'on poursuit avec une volonté de vraiment comprendre la technologie actuelle, cette réalité virtuelle qui explose avec notamment le jeu vidéo, mais qui explose dans d'autres domaines. Vous la retrouverez dans l'architecture par exemple, dans les cabinets d'immobilier. L'idée est simple, vous mettez un casque, au lieu d'aller visiter votre futur appartement dans le sud de la France, vous visitez depuis Paris ou depuis Limoges. Maintenant, cette technologie arrive en santé, donc, mais elle évolue constamment, et donc notre travail, c'est aussi de suivre ces évolutions et de pouvoir en faire bénéficier les professionnels de santé. Donc, simplement pour poursuivre sur cette présentation de Sim4Health, comment on fait une société comme celle-ci en réunissant 3 types de professionnels. Bien sûr, des professionnels du monde médical, et j'illustre cette partie. Également des professionnels de la technologie avec des développeurs issus du monde du jeu vidéo, et enfin des professionnels de la pédagogie avec notamment des ingénieurs pédagogiques au sein de nos équipes. Ce triptyque, on est assez fiers d'avoir été valorisé sur ces 3 thématiques avec un prix au Canada, le prix de la pédagogie, également notre présence au CES de Las Vegas qui est un petit peu le gros route de la technologie dans le monde, avec une sélection parmi les 4 innovations en e-santé par les organisateurs de ce CES, donc on est assez fiers de ça, et ce qui nous a amené à faire de plus en plus de cas cliniques, et notamment un partenariat avec Stanford Medicine sur un cas clinique en réalité virtuelle sur de la chirurgie vasculaire. Alors, reposons le contexte de cette simulation numérique. La simulation, qu'est-ce que c'est? Alors, certains connaissent donc la simulation humaine avec donc ces patients standardisés
Ces jeux de rôle, on va utiliser des acteurs pour mettre les étudiants, les apprenants en situation. Donc ça, c'est une première partie de cette simulation. Une deuxième partie, c'est la partie que vous connaissez peut-être un peu plus avec les mannequins, donc tout ce qui va être synthétique, avec différents types de simulateurs. Ça va du morceau de patients en mannequin à des simulateurs basse fidélité, hausse fidélité, donc des mannequins de plus en plus numériques également, mais malgré tout, voilà, qui ont leurs limites. Et cette troisième partie dans laquelle SimForest s'inscrit, la simulation donc numérique ou électronique, et là on va y retrouver effectivement tout ce qui va être serious game, réalité virtuelle, mixte, augmentée, tout ce qui va être consultation virtuelle et également environnement 3D. On déterminera tout ça un peu plus tard. Donc toutes ces solutions, tous ces outils sont bien sûr pour la formation initiale, mais également pour la formation continue. Et l'idée étant voilà, d'avoir un maillon complémentaire entre la théorie et la pratique. Alors, l'idée de cette simulation, elle s'inscrit dans une particularité qui fait le métier d'un professionnel de santé, c'est qu'il doit se former à la fois sur des compétences théoriques, son savoir, ses compétences cliniques, vraiment le savoir, mais également sur des gestes techniques, des procédures, donc un savoir-faire, et également du relationnel, cette fois-ci avec un savoir-être. Et donc on part de cette théorie pour aller vers la pratique clinique, et la simulation numérique se veut une approche complémentaire de l'ensemble des solutions proposées. L'idée n'est pas de remplacer les cours en amphithéâtre, c'est pas de remplacer les TP, c'est pas de remplacer les mannequins d'ailleurs, c'est une approche complémentaire et on verra ensemble que voilà, on peut s'inscrire et apporter des informations supplémentaires pour une meilleure formation des professionnels de santé. Alors parlons maintenant de la simulation numérique. La simulation numérique en santé, qu'est-ce que c'est ? Je vais illustrer mon propos autour de 4 thématiques. Première thématique, les consultations virtuelles. Ensuite, on parlera de ce que j'appelle les simulateurs d'environnement 3D. Puis on parlera de quelque chose d'encore un peu plus immersif, la réalité virtuelle. Et on parlera un petit peu aussi de la réalité augmentée, pour que vous connaissiez un petit peu la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Donc première partie, les consultations virtuelles, l'idée étant de simuler un entretien patient. Donc on va se retrouver, comme vous le voyez sur cette image, avec un patient en face de soi, et on va pouvoir donc faire toutes les étapes caractéristiques d'un entretien avec son patient. Cela dans différents types d'environnements. Là vous avez un cabinet libéral, mais ça peut être également dans un cabinet plutôt hospitalier, même en ambulatoire. Et donc cet outil permet donc de faire toutes les étapes, à savoir l'interrogatoire avec le patient. Et là on verra qu'on pourra avoir différents types d'interrogatoires sur des questions sur lesquelles l'apprenant va pouvoir cliquer. Et donc la question va être énoncée et la réponse va vous parvenir également à l'oral. Soit un autre mode, c'est une invention pour le coup de SimForest, la possibilité de taper au clavier la question de son choix et le patient, sous forme d'intelligence artificielle, va vous répondre. Alors vous connaissez tout ça peut-être avec votre téléphone, avec Siri ou Cortana ou d'autres. Là, on essaie de l'amener aussi pour le secteur de la santé et la formation des professionnels de santé. Et donc toutes les étapes après, l'examen clinique, l'analyse de traitement, la synthèse des briefings. Je pense que le mieux étant de vous montrer une petite vidéo pour comprendre à quoi ça ressemble. Cela fait déjà 3 mois que vous avez eu votre réadaptation et la mise en place de votre défibrillateur resynchronisateur. Comment allez-vous maintenant ? Vous l'avez vu, toutes ces étapes sur la partie gauche et donc une partie examen clinique, des questions à tout moment pour poser des questions à l'apprenant, avec la possibilité d'incorporer des médias, donc des vidéos, des radios, enfin absolument des vidéos, des PDF, absolument ce que vous voulez, et d'associer ces éléments médias à des questions auprès de vos apprenants. Donc reprenons un petit peu ce type de cas. Donc vous êtes en face de votre patient et donc vous allez pouvoir à gauche
cliquer sur l'ensemble des étapes de votre consultation. Et sur la partie droite, accéder au dossier médical à tout moment de votre patient. L'idée de l'interrogatoire avec ce patient, c'est qu'à chaque fois qu'on va trouver des informations pertinentes, ces informations vont enrichir le dossier médical. Chaque fois que vous allez retrouver sur ce dossier médical, vous aurez toutes ces informations. La possibilité également d'accéder à des annexes que le formateur auteur du cas aura intégrées. Et donc on va passer à toutes ces étapes, l'une après l'autre. Comme dans la vraie vie, on va suivre les étapes, on ne va pas pouvoir sauter d'une étape à la dernière directement. Et donc une fois qu'on aura terminé cette consultation, on aura un débriefing, parce qu'il n'y a pas de simulation sans débriefing. Et donc on aura au moins une synthèse de la visite, au formateur d'écrire les points clés de la consultation. Pour l'apprenant, bien sûr, la réponse à l'ensemble des questions auxquelles il aura pu répondre. Et donc savoir vrai ou faux, c'est le minimum, mais également avoir accès à des commentaires de son formateur, et l'idée étant que le formateur puisse rappeler les bonnes pratiques. À la fin, si le formateur qui a créé ce cas en a décidé ainsi, il aura un scoring en fonction de ses bonnes réponses. Donc ça, on est sur une première consultation, mais l'idée étant de créer vraiment un parcours de soins autour de ce cas clinique. Donc on va pouvoir partir d'une première consultation, mais aller jusqu'à 5 consultations. Première consultation, par exemple, ça va se terminer par des règles hygiéno-diététiques. Deuxième consultation, le patient ne s'est pas vraiment amélioré, donc première ligne de traitement, etc., etc. Vous construisez le scénario. Pourquoi je vous parle beaucoup de cet outil? Parce qu'il a une particularité, c'est que nous avons créé un outil auteur. Et je reviendrai dessus tout à l'heure, mais je vous en dis rapidement un mot maintenant. Ce type de cas peut être créé par tout formateur sans que l'on intervienne. Il y a un outil en ligne pour ça, qu'on met à disposition, et vous téléchargez donc un gabarit de scénario, vous écrivez votre scénario, et une fois que votre scénario est prêt, vous allez sur l'outil, vous remplissez l'ensemble des informations, c'est-à-dire les éléments qui vont composer le dossier médical du patient, l'ensemble des éléments du scénario, les éléments du dialogue, c'est pas si long que ça, et vous générez votre cas, et un cas ressemble exactement à ce que je viens de vous montrer en vidéo. Donc c'est aussi la volonté d'amener ces outils plus proches des formateurs. Un deuxième type de cas clinique, simulateur d'environnement 3D. Alors quelle est la différence avec celui précédemment cité? Cette fois-ci, la possibilité, donc toujours sur ordinateur, toujours sur tablette, de cette fois-ci se déplacer dans un environnement. Donc vous êtes avec votre clavier et vous faites avec les flèches directionnelles, vous pouvez vous déplacer dans l'environnement et en fonction du scénario du cas clinique, vous aurez la possibilité d'interagir avec des objets, avec votre patient, avec peut-être d'autres professionnels de santé virtuels. Et donc, au fur et à mesure, vous allez pouvoir avancer dans votre apprentissage. Alors, si je vous donne un exemple, c'est peut-être la vidéo que je vais vous montrer après. On a fait un cas avec un organisme de formation qui s'appelle EspritMed autour de la radioprotection. J'aime beaucoup citer ce cas parce que l'auteur de ce cas clinique vient du CHU de Caen. Elle est radiologue, Dr Follen, et elle avait cette problématique que son cours auprès des internes était complètement facultatif et que la radioprotection c'est pas franchement sexy, et du coup elle avait personne. Elle a eu la chance de trouver des financements pour faire son cas, et maintenant elle a le plaisir de voir les étudiants rester jusqu'à la fin déjà, mais même de rester un peu plus tard parce qu'ils ont envie de battre leur score. L'idée de ce cas étant d'apprendre les bonnes pratiques autour de la radioprotection, et donc on a 3 cas cliniques sur lesquels on va pouvoir se former, et c'est une formation certifiante. Donc l'idée étant de proposer de vendre cette formation que nous avons réalisée, que cet organisme vende cette formation auprès des hôpitaux, et notamment de la médecine du travail, parce que la formation à la radioprotection est une obligation légale, et du coup la formation est certifiante. À la fin des 3 cas cliniques, il y a un certificat qui est généré automatiquement. Donc, je vous montre ce cas pour illustrer donc, ces environnements 3D. Donc une première étape où on va apprendre vraiment à choisir l'équipement adapté pour accéder donc à la zone. Et ensuite, on passe les différents sas et on répond à des questions. Et on va s'équiper progressivement, donc bien sûr avec le matériel adapté. Alors ça passe par la tenue, les tenues en plomb, mais il y a d'autres éléments, différents badges pour accéder aux zones. Et on ne pourra pas par exemple passer un sas si on n'a pas regardé en l'air, la zone est bien... la lumière est bien verte et pas rouge, etc. Il y a toutes les étapes qui vont
vont permettre d'apprendre les bonnes pratiques. Et puis après, on va se familiariser avec la machine et surtout la position de ce panneau protecteur qui va permettre d'irradier votre patient sans vous irradier vous-même. Et donc, autour de ces 3 formations, alors qui sont décrites très vite dans cette vidéo, on va apprendre toutes ces bonnes pratiques. Donc vous le voyez, on se déplace dans l'environnement complètement librement, on est libre de ses choix, et donc si on veut passer 1 heure sur le cas, on passe 1 heure, mais en théorie, on est censé faire les choses dans le bon ordre et en respectant les bons process. Donc c'est une formation qui est assez rapide. Parlons maintenant de quelque chose dont vous entendez parler, j'en suis sûr, de plus en plus, et du coup vous avez peut-être testé aujourd'hui, la réalité virtuelle, les cas cliniques en réalité virtuelle. Alors je vais comparer ça à la réalité augmentée. Donc quelle est la différence? Casque de réalité virtuelle, on met le casque, je mets le casque maintenant par exemple, je ne vous vois plus, je suis complètement plongé dans un monde virtuel, à la différence de la réalité augmentée, où je vais simplement mettre une sorte de lunettes. Mais comme des vraies lunettes, je vais continuer de vous voir, sauf que dans ce monde réel vont se greffer des éléments virtuels. Pour illustrer cette réalité augmentée, beaucoup de cas existent en ce moment sur des notions de phobie. Alors, on n'est pas sur de la formation cette fois-ci, mais plutôt sur de la clinique, sur du patient, plutôt à destination du patient. Et donc imaginez, vous avez une phobie des araignées par exemple. Et vous mettez ce casque et vous tendez votre bras, que vous voyez votre vrai bras, et vous voyez des araignées également qui vous grimpent dessus, par exemple. Ce genre de choses qu'on peut faire en virtuel. Mais on peut également être au-dessus du Grand Canyon, sur une planche. On peut faire plein de choses comme ça par étapes. L'idée étant d'aller par palier, toujours accompagné d'un formateur, en tout cas d'un rééducateur, de vaincre sa phobie par étapes. Il y a plein de cas comme ça. La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont beaucoup utilisées aussi pour les patients. Et simplement pour vous citer un autre exemple, cette fois-ci en réalité virtuelle, une des solutions utilisées, c'est pour vaincre la douleur. Et donc nous développons aussi ce genre de solution où vous allez, par exemple, un patient qui va devoir subir une chirurgie, un cancer du sein par exemple, ou autre, va se retrouver d'abord dans une pièce. On va lui proposer une session de réalité virtuelle pour qu'il diminue son stress. Et donc dans cet environnement virtuel, il aura par exemple une baleine qui va onduler dans l'espace. Et le rythme de la queue de la baleine le patient va progressivement se calquer au niveau de sa respiration sur ce rythme. Et donc il va abaisser son rythme cardiaque, son stress. Et des études ont été mises en place autour de cette solution et il s'avère qu'il y a moins d'utilisation de médicaments, d'anesthésie, et qu'il y a moins d'effets indésirables pendant les chirurgies. Pour vous illustrer donc la réalité virtuelle également au niveau de la formation des professionnels de santé, donc je vous ai parlé d'un cas clinique tout à l'heure avec Stanford sur la chirurgie vasculaire, je vais vous le présenter maintenant. On est vraiment donc sur un apprentissage plutôt procédural. On part toujours d'un objectif pédagogique. Ici, l'objectif pédagogique, c'était d'être suffisamment à l'aise avec la gestuelle, avec ce qu'on va faire avec ses mains, avec l'échographe, avec l'anesthésie, avec tout ça, pour ne plus se focaliser sur ses mains, mais uniquement sur l'écran de l'échographe. Et donc on va pouvoir répéter les gestes autant de fois qu'on veut, relancer le cas s'il faut, et donc on va acquérir cet automatisme. Alors, si j'arrive simplement à faire lecture, je peux me trouver. Alors en fait, ce cas il est intéressant parce qu'il est particulier. C'est-à-dire qu'on a mixé différentes technologies. On suit un patient à travers son parcours de soins. Et on commence avec des consultations virtuelles. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure en point 1. Donc on va découvrir ce patient qui vient vous voir pour la première fois et vous allez le rencontrer à travers différentes étapes. Sur une consultation, 2 consultations, 3 consultations, jusqu'à ce que malheureusement son cas nécessite donc une chirurgie. Et donc je vais vous passer les étapes parce que la vidéo est un petit peu longue, mais vous le voyez, il y a toutes les étapes de consultation avec ce patient. Et donc la possibilité de consulter différents médias et de répondre à des quiz, jusqu'à cette partie de chirurgie qui devrait arriver. Et cette fois-ci, quand on quitte son ordinateur, on prend le casque de réalité virtuelle, on le met sur ses yeux et vous voyez cet apprenant en train de sélectionner le matériel nécessaire
pour faire cette chirurgie, puis de procéder à l'anesthésie, et ensuite d'utiliser tous ces outils dans le bon ordre, en développant voilà, vraiment cet automatisme autour de cette échographie. Donc tout ce que vous voyez à droite, bien sûr, c'est ce que voit l'étudiant dans son casque. Et simplement pour vous raconter un petit peu comment a été créé ce cas, en fait, c'est été mis en place en collaboration avec un chirurgien de Stanford qui nous a envoyé des vidéos, des photos de l'environnement. Et donc, on a recréé fidèlement le bloc opératoire de Stanford, ce qui amuse beaucoup les chirurgiens de Stanford d'ailleurs, parce qu'ils se retrouvent complètement dans un environnement qu'ils connaissent tous les jours. Donc voilà, après, on quitte son casque de réalité virtuelle, on revient sur son ordinateur et on suit son patient sur la dernière étape, sur une dernière consultation, cette fois-ci à l'hôpital. Avec toujours des étapes d'examen clinique et autres. Normalement, voilà, vous êtes un peu plus familier avec ces 4 grandes thématiques de la simulation numérique. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous aurez le plaisir de poser des questions tout à l'heure à nos intervenants, ou de poser des questions directement pour éclaircir tout ça. Je voulais ouvrir le débat parce qu'on était présent à Marseille vendredi à un congrès de la CIFEM, qui est extrêmement intéressant, donc avec beaucoup d'enseignants. Et on m'a demandé de me prêter un exercice un peu particulier, c'est-à-dire de présenter un peu les défis qu'on a au sein de Sim4Health. Il y en a beaucoup, ce qui est d'ailleurs très stimulant. Et je voulais vous en parler parce que ce sont les défis en fait, qui vont construire la simulation numérique, son intérêt pédagogique et également les solutions de demain. Donc parmi ces défis, il y a bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, suivre les évolutions technologiques, les adapter à la formation en santé. Ça c'est un de nos plus gros défis. Et je vous donnerai des illustrations juste après de ces évolutions technologiques. Ensuite, il y a offrir une technologie accessible aux facultés. Bon, voilà, les facultés n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Les ordinateurs ne sont pas toujours les plus récents. Nous travaillons aussi pour développer des solutions qui fonctionnent sur des PC un peu plus vieux et qui permettent aussi d'accéder à des solutions pas si chères que ça. En tout cas, qu'on pourra trouver un moyen économiquement pour que son investissement initial soit rentabilisé sur la durée. Je vous en parle un petit peu plus tard. Maintenant, on travaille beaucoup sur notre approche pédagogique. La simulation numérique, on calcule, les scientifiques expliquent que l'an zéro vraiment de la réalité virtuelle, c'est 2016. C'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, bientôt. Et donc c'est extrêmement récent, on a encore peu de recul sur cette technologie. Et donc on va travailler sur notamment ce qu'on va parler de charge cognitive. Est-ce qu'on n'apporte pas trop d'informations à des jeunes apprenants ou est-ce qu'au contraire, pouvoir adapter les informations visuelles à l'ensemble des apprenants, qu'on essaie vraiment de travailler là-dessus et on compte beaucoup sur le travail des universitaires et des pédagogues pour adapter ces solutions. Ensuite, il y a valider l'intérêt de notre approche. Alors, pour ce qui est de l'apprentissage, il y a différentes études qui commencent à sortir, il n'y en a pas encore énormément. Elles sont un petit peu parfois discutables sur des petits groupes, donc aussi pouvoir comparer l'intérêt de ces solutions numériques à des solutions peut-être plus traditionnelles. Ce qui est clair en tout cas et ce qui a bien été montré, c'est l'intérêt sur la motivation des étudiants. Je pense que vous me croirez sur parole en disant qu'un jeune étudiant qui se lance dans une simulation de ce type, celui qui est issu d'une génération de technologie et jeux vidéo, pour ce qui est de la motivation à se former avec ce genre d'outils, il n'y a pas trop de questions à se poser. L'intérêt également autour de l'approche va être tout ce qui va graviter autour de ces outils, c'est-à-dire la possibilité d'y greffer d'autres solutions. Alors je donne des exemples. On fait une simulation en réalité virtuelle. Le professionnel de santé qui se forme, donc sur la formation continue, porte pourquoi pas un bracelet connecté et on va pouvoir suivre ses pics de stress en fonction du scénario du cas clinique. De la même façon, l'intérêt de pouvoir suivre l'ensemble des données et donc d'avoir la possibilité de revisualiser donc, toute sa simulation dans le cadre d'un débriefing vidéo. Également d'avoir des données sur les résultats de l'apprenant qu'on va pouvoir utiliser pour comparer un étudiant par rapport à une promotion, voir ses difficultés et
apporter un apprentissage de plus en plus personnalisé. L'intérêt est aussi demain, pourquoi pas, de faire du savoir-être et de se former, à discuter, à annoncer des mauvaises nouvelles à un agent virtuel, un patient virtuel, et être en mesure d'analyser chacune des phrases prononcées, dans quel ordre elles ont été énoncées, quel mot il a utilisé pour annoncer cette mauvaise nouvelle, et pouvoir le guider vers une approche permettant d'apporter une information délicate en douceur, ou pourquoi pas, dans le cadre d'un entretien pharmaceutique, à créer de l'observance autour d'un médicament et d'un traitement. Je poursuis simplement en disant, voilà, on doit encore aussi trouver des bonnes mécaniques pour intégrer ces solutions dans des parcours de formation et travailler sur la docimologie, c'est-à-dire comment on évalue ces solutions, comment on évalue un cas clinique virtuel. On doit travailler ensemble et on compte beaucoup aussi dans le cadre de ce Tour de France pour trouver des gens qui souhaiteraient s'impliquer sur ces éléments de recherche. Bien sûr, il y a démocratiser notre approche, c'est tout l'objet du Tour de France, et également accompagner les soignants vers plus d'empathie, et pour ça nous avons recruté au sein des équipes de Sim4Health une jeune chercheuse qui fait un travail de recherche autour de l'empathie, comment créer de l'empathie pour un avatar. C'est un travail passionnant, et donc demain, discuter avec un avatar va vous créer autant d'empathie que discuter avec un vrai patient, en tout cas c'est notre vision et on y croit fort. Tout ça c'est bien beau, mais vers où va-t-on? On peut faire beaucoup de choses en réalité virtuelle. Notre vision va plus loin que ça, et je vous parlais de technologie. C'est pouvoir adapter la réalité virtuelle avec plus de retour de force, avec notamment de l'haptique, de l'intelligence artificielle, la meilleure gestion des tissus mots, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment prendre un tissu et puis avec un retour physique, c'est-à-dire qu'il va revenir en place comme il faut. Pouvoir faire, et ça j'y crois beaucoup, des formations multiparticipants. On est tous connectés, on a 4 casques de réalité virtuelle, on est dans la même pièce, il y en a un qui est pharmacien, l'autre qui est médecin, d'autres professions, infirmières, sages-femmes et autres, et on est dans un bloc, on fait quelque chose ensemble, de façon interprofessionnelle, et chacun joue son rôle, et chacun peut faire différentes actions en fonction de son rôle. Mais de la même façon, je suis médecin à Limoges, mon confrère de New York est connecté sur le même cas clinique que moi, avec un autre casque qu'il a là où il est connecté, et on fait un compagnonnage international. Et on croit vraiment que demain, les centres de simulation pourront s'équiper d'un centre virtuel de simulation en santé, ce qui ouvrira un petit peu ces centres à l'international, et donc à des compagnonnages encore plus poussés. L'échange local, j'en ai parlé un petit peu, la gestion des émotions également. J'enchaîne très rapidement parce que je vois que j'ai un petit peu dépassé le temps. Donc, l'objectif de toutes nos réalisations, c'est pas qu'elles restent dans une faculté, comme c'est beaucoup le cas, c'est que tout soit mutualisé autour d'une même plateforme. Une plateforme internationale. Cette plateforme, on l'a appelée Medicactive, et donc elle permet de consulter, mais aussi de créer et de diffuser des cas cliniques virtuels. Consulter, c'est-à-dire la façon qu'on veut, sur son iPad, son ordinateur, de façon collaborative, on est tous ensemble autour d'un même cas et on discute, on compare les approches. Également avec un vidéoprojecteur, on projette un cas, on fait ça dans le bureau des infirmiers, on fait ça au bureau des internes, enfin peu importe les modalités, c'est sur internet, il suffit de se connecter à la plateforme si on a un accès. La création de consultations virtuelles, je vous en ai parlé, c'est cette possibilité donc de créer soi-même son cas clinique avec le choix, comme dans un jeu vidéo, de l'avatar qu'on veut utiliser, de l'environnement que l'on souhaite utiliser, et également après, du choix, vous le voyez juste ici à droite, l'ensemble des étapes d'une consultation, et on va pouvoir simplement cocher les étapes qui nous intéressent pour la première consultation, elles peuvent être différentes pour la deuxième, la troisième, etc. Et après, on va devoir paramétrer l'ensemble de ces étapes sélectionnées. Tout ça pour générer un cas clinique selon son scénario. L'intérêt de ces cas et de cette plateforme étant de pouvoir proposer un business model intéressant et innovant. Je récapitule, on souhaite réaliser un cas, on passe soit par l'outil auteur pour faire des consultations virtuelles. Cet outil auteur est gratuit, dans la limite de 2 cas cliniques créés.
on souhaite réaliser un cas un peu plus compliqué, un cas en réalité virtuelle, un cas d'environnement 3D, ou alors un cas de consultation virtuelle, et dans ce cas-là avec peut-être des animations supplémentaires. C'est une prestation sur mesure. On travaille avec vous sur la réalisation d'un cahier des charges et donc sur un devis personnalisé. Ces cas sont votre propriété. Vous en êtes le commanditaire, vous en êtes le créateur, vous êtes l'auteur. Vous décidez si vous souhaitez l'utiliser simplement pour votre groupe, c'est-à-dire le diffuser à vos apprenants, mais également vous avez la possibilité de l'ouvrir au monde et donc de le diffuser sur le store de la plateforme Médicactive. Dans ce cas-là, à vous de décider si ce cas est disponible gratuitement, avec le cas, mais également vous pouvez, et c'est le plus intéressant à mon sens, valoriser financièrement votre cas. Vous lui donnez un prix. Vous le mettez sur cette plateforme. Il est accessible pour le monde entier. S'il est en français, pourquoi pas sur tout le monde francophone. S'il est en anglais, c'est encore mieux. Vous pouvez faire des copies et le traduire, c'est très simple. Et donc en le mettant sur ce store, vous lui mettez un prix. Et donc ce temps que vous avez investi, ou ce budget si c'est une réalisation sur mesure, l'objectif étant de vous donner la possibilité de rembourser cet investissement au fur et à mesure des achats. Pourquoi? Parce que ce cas va être acheté sur ce store et donc va générer des revenus, et ces revenus vont vous revenir à hauteur de 70% pour l'auteur, 30% pour la plateforme Médicactive. Cette plateforme est accessible gratuitement dans le cadre d'une offre découverte. Vous pouvez tester jusqu'à 14 cas cliniques. Il y a même des cas cliniques en réalité virtuelle. Si vous êtes équipé d'un casque, vous pouvez les lancer. Et l'outil auteur est également intégré dans cette offre découverte. Simplement, parce que c'est une question qu'on a beaucoup, et je pense qu'on en parlera tout à l'heure pour la table ronde, comment crée-t-on un projet sur mesure de simulation numérique? Et bien on part toujours d'un objectif pédagogique, et j'insiste, c'est essentiel. On ne fait pas de la technologie pour de la technologie, ce n'est pas l'objectif. L'idée étant de partir d'un objectif pédagogique. À partir de là, nous, on vous conseille sur les choix technologiques, parce que la réalité virtuelle, c'est très attractif, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution d'un point de vue pédagogique. À partir de là, on rédige les éléments clés du scénario, un scénario détaillé, juste les éléments principaux, et on vous offre une estimation du chiffrage. Sur cette estimation du chiffrage, il vous convient, il ne vous convient pas, on travaille là-dessus, pourquoi pas modifier le scénario, et une fois que ça vous convient, on part sur une rédaction du cahier des charges de façon extrêmement détaillée. Quels sont les dialogues, avec quoi on va pouvoir interagir, comment ça va se passer, combien il y a d'environnements différents, comment on recrée l'environnement, etc. On s'accorde là-dessus et à partir de là, il y a un chiffrage précis et il y a un planning de réalisation précis. Voilà pour cette première partie de présentation. Maintenant, on va passer à la partie table ronde et je vais remercier les intervenants de cette table ronde à venir nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer la table ronde, Guillaume, merci. Y a-t-il des questions? Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Vous voulez peut-être les garder pour les intervenants de ce soir? Pas de questions? Très bien. C'est parfait. Bon, donc, je vous laisse vous installer. On commence la table ronde. Mathieu Chatras, François Vincent, Jérôme Cros, Anaïs Perrochon, Daniel Deschamps, et je vous rejoins. Merci à tous. Merci de participer à cette table ronde. Donc, professeur Jean-Jacques Moreau, vous avez la parole tout à l'heure. Je poursuis donc M. Chatras, on prononce, dites-moi. Comme vous voulez, de Chatras. Très bien, Chatras. Professeur François Vincent, qui représente notamment la région de Nouvelle-Aquitaine. Ce soir, oui. Ce soir, également pneumologue, c'est bien ça. Docteur Cross, qui va nous parler un petit peu ce soir aussi des activités du centre de simulation civile. Monsieur donc Anaïs Perrochon, merci beaucoup. Je vous laisserai vous présenter chacun tout à l'heure, un peu plus en détail. Et le professeur Bouchon, qui était d'ailleurs à Marseille, j'en parlais tout à l'heure, avec qui on a pu discuter de tout ça. Moi aussi j'étais à Marseille. C'est vrai. Non. Bien, j'étais à votre atelier, c'était hyper intéressant. Ne dites pas, mon doyen est là. C'est vrai, il était là. Il était au bar de la marine. C'est ça. Sur le port. Peut-être, Dr Cross, pardon, vous laissez la parole en premier. Peut-être vous
Pouvez-vous présenter les activités du centre de simulation? Oui, alors moi je suis anesthésiste réanimateur de formation, je travaille à l'hôpital mère-enfant, donc une activité clinique essentiellement autour de la mère et de l'enfant. Et du coup, depuis 5 ans maintenant, 2012, on fait de la simulation haute fidélité et plus multidisciplinaire avec plusieurs équipes qui travaillent autour de mannequins haute fidélité. Donc, où on met les apprenants en situation le plus proche de leur quotidien possible autour de mannequins, et ils vont devoir réaliser par exemple une anesthésie où ils vont devoir préoxygéner le patient, injecter des produits, l'intuber, regarder le scope. On a un respirateur d'anesthésie, on a beaucoup de matériel. Et donc on travaille là-dessus, et notamment sur les situations de crise par exemple en anesthésie, qui sont bien heureusement rares quand on se place du point de vue du patient, mais ce qui devient beaucoup plus compliqué quand on est apprenant pour apprendre. C'est un peu l'image de l'aviation, hein, c'est difficile d'apprendre à voler avec un seul moteur parce qu'en général les deux fonctionnent, et donc pour apprendre à voler avec un seul moteur, on fait de la simulation. Nous c'est un peu pareil, pour apprendre à prendre en charge des patients qui sont inintubables, prendre en charge un choc anaphylactique, un arrêt cardiaque, c'est mieux de prendre ça en simulation. C'est vrai qu'on fait souvent un parallèle avec l'aéronautique, et c'est des pilotes qui sont obligés de se former en simulation sur des simulateurs extrêmement réalistes et qui ne peuvent pas piloter s'ils ne sont pas simulés justement, et c'est parfois la vision aussi portée par les centres de simulation que demain le médecin devra aussi passer par cette case simulation, réactualisation des savoirs et des connaissances. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. Hein, toutes les élections, c'est pas obligatoire pour toutes les formations, mais en tout cas... C'est déjà le cas pour certaines spécialités, où c'est déjà la règle. Hein, par exemple, le desk de médecine d'urgence sur Limoges, Toulouse, Bordeaux, ils ont un passage obligatoire en simulation avec un examen final. Alors j'ai eu la chance de faire de la simulation aéronautique, et j'ai pu discuter avec les formateurs pour quand même voir la différence, parce qu'on est quand même très très loin derrière eux, puisqu'ils ont un temps dédié qui est très important, des moyens financiers qui sont très importants, et on est quand même sur des modèles de comportement par rapport au risque qui sont très différents, où ils sont beaucoup moins permissifs sur le risque que nous. Ils ont une façon de le gérer très, très, très différente. Voilà. Du coup, formation plutôt initiale, continue, les deux? Beaucoup initiale, un peu continue. Beaucoup initiale parce qu'on est à la fac de médecine, et du coup on s'occupe énormément, surtout du 3e cycle. Et pourquoi le 3e cycle? Parce que on va prendre en charge, on va dire, des apprenants qui ont déjà une formation théorique de base, même une formation pratique de base assez avancée, et on va aller travailler sur, on va dire, de l'enseignement pointu avec des gens qui ont déjà de bonnes bases. On va dire que c'est la grande partie de notre activité. Même si on essaie de développer une activité pour les étudiants qui va être assez différente, on va dire de 2e cycle, où on va leur proposer des apprentissages, l'atelier du geste, par exemple, atelier massage cardiaque, atelier sondage urinaire, toujours pour respecter le jamais la première fois sur le patient, atelier ponction lombaire, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des internes arrivaient en garde d'urgence, et parfois certains n'avaient jamais posé de ponction lombaire, alors même qu'ils se retrouvaient en première ligne pour les faire. Donc, voilà. Dans un film, notamment Philippe Ocrate, on voit cet étudiant galérer, mais vraiment galérer avec cette ponction lombaire. C'est ça. Donc du coup, on a une offre qui était très centrée 3e cycle, et avec aussi, on a beaucoup travaillé avec l'école des sages-femmes et avec les pédiatres, vu que c'est aussi ma spécialité, et que c'est des spécialités qui se prêtent beaucoup à la simulation. Parce qu'on a très peu de malades graves chez l'enfant, heureusement, parce que les premières minutes de vie se simulent assez bien, et avec des traitements très standardisés qu'il faut apprendre à faire, les gestes. Voilà un peu notre activité jusqu'à présent. On a fait passer quand même à peu près 3000 personnes au centre de simulation depuis 5 ans. On a 28 formateurs à peu près qui viennent de façon plus ou moins régulière. On a 7 mannequins haute fidélité. Voilà. Et on vient d'acquérir un simulateur de célioscopie. Donc là, c'est apprentissage du geste, on va dire, pour les internes de chirurgie plutôt digestive, urologique et gynécologique, où ils vont pouvoir apprendre à faire des sutures dans un ventre, à manier la caméra, manier les pinces, avant de s'entraîner dans le ventre dans nos ventres à nous d'ailleurs. Et donc ça vient d'arriver, donc pour toujours élargir l'offre et essayer d'être le plus multidisciplinaire possible. Très bien, merci beaucoup.
Professeur Moreau, je sais que je crois savoir que votre dada c'est aussi le numérique. Et j'aurais voulu qu'on puisse discuter un petit peu de l'intérêt du numérique pour la formation en santé. Et je crois qu'également, si vous pouviez nous parler un petit peu du projet DUNE. Alors, DUNE n'est plus un projet, il a été mis en place depuis maintenant un an et demi. En fait, si on parle de la genèse de ce département universitaire d'enseignement numérique en santé, c'est le CIL, on comprend l'intérêt qu'il y a à utiliser ces techniques. Alors, DUNE a été mis en place du fait de la réforme du deuxième cycle des études médicales, qui a complètement modifié la dossivologie, l'évaluation des étudiants en médecine au bout de leur 6e année. Vous savez que l'ECNI, ou l'examen national, les épreuves classantes nationales informatisées, se passent sur tablette, et elles vont classer ces épreuves, les étudiants, et en fonction de leur place, ils pourront choisir leur spécialité et la ville où ils seront enseignés pour cette spécialité. Donc c'est des éléments importants, et faire passer sur tablette 1600 étudiants à peu près, vous voyez ce que ça a engendré. Donc ici, à la faculté de médecine de Limoges, on a entamé une réforme pour mettre en sa place cette ECNI. Et puis ça a tellement bien pris, on a eu de très bons résultats, et bien on a souhaité aller plus loin et créer ce département universitaire d'enseignement numérique en santé. En fait, DUNE est là pour aider à la formation de formateurs, propose des modèles d'enseignement numérique, et les 5 personnes qui sont autour de moi, c'est-à-dire les 6 qui sont face à vous, participent à DUNE. Donc vous voyez, on a des métiers différents, on vient peut-être de formations différentes, et pourtant tous ces gens-là se retrouvent à DUNE, tous ceux qui sont intéressés par le numérique. Donc en fait, DUNE, c'est un réseau de coordination pour mettre en place l'enseignement numérique au sein de la composante santé. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Chatra, professeur Chatra, je vais vous poser également une question peut-être de façon plus large sur l'université de Limoges. Est-ce qu'il y a, quand faculté de médecine, que le numérique prend une part de plus en plus importante, ou est-ce que c'est un phénomène qu'on retrouve partout à l'université? Ok, bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Déjà, comparé à mes collègues ici, moi je vais préciser que j'ai mal tourné. Je suis physicien à la base et que je suis rentré par la simulation pour prendre en compte les filtres de fréquence dans les satellites où évidemment il n'y a pas d'action possible, donc tout se passe depuis la Terre et par simulation. Alors maintenant, en ce qui concerne l'université, oui, c'est une tendance forte au sein des différentes composantes, où chaque composante essaie de tirer le meilleur profit des outils dans le but d'améliorer la pédagogie auprès des enseignants. Mais on est quand même ici en santé dans un domaine où le numérique est fortement en avance par rapport à d'autres composantes de l'université. Voilà. C'est un problème qui a été pris en compte très tôt. Jean-Jacques a parlé tout à l'heure, DUNE, c'est une mise en relation de différentes personnes, de différentes activités, de différents secteurs, de différentes composantes. Et c'est pas tout le cas dans toutes les autres composantes où les gens n'ont pas forcément essayé entre eux de se regrouper au départ. Donc maintenant, le rôle de l'université, ça a été d'accompagner dans cette transition-là numérique, en proposant dans un premier temps d'éduquer les gens, de leur faire connaître et comprendre les intérêts qu'il peut y avoir dans la pédagogie numérique. Donc c'était plutôt une prise de conscience des points forts versus des limitations également du numérique, de façon à les inciter progressivement à passer ce cap-là et à tenter l'expérience pédagogique. Donc une fois que cette prise en compte est mise en place, on a complété ça par de la formation, où, basée sur la base du volontariat, on forme à la pédagogie numérique environ une centaine de collègues enseignants par an. Et pour cette année, on a même mis en place une formation
obligatoire pour les nouveaux recrutés, sur lequel ils vont passer une douzaine d'heures de formation à la pédagogie numérique, libre à eux après, s'ils ont été convaincus par cette approche-là, de la mettre en place dans leur pédagogie et de leur cours de tous les jours. C'est vrai que le numérique souvent se confronte un petit peu à ces enseignants, peut-être un peu plus âgés, qui n'ont pas connu le numérique et donc sont un peu réfractaires à le déployer. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de former aussi ces recrutés à ces nouveaux outils. Donc les réfractaires ne sont pas toujours les plus âgés, évidemment. C'est bien de souligner, vous avez raison. Mais par contre, voilà, l'objectif c'est de dire, de tendre la main à tous ceux qui aimeraient franchir le pas et qui, parce qu'il y a une difficulté technique, ou je ne sais pas exactement, ou que j'ai un peu peur de l'inconnu, j'ose pas franchir le pas. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de tendre les mains les plus possibles, grâce notamment aux ingénieurs pédagogiques de l'université, qui font un gros travail là-dessus, sur rendre l'accès le plus facile possible à cette transformation pédagogique. Très bien, merci beaucoup. Professeur Buchon, une question pour vous, peut-être juste autour de la formation continue. On fait souvent le constat que les professionnels de santé manquent un peu de temps pour se former sur les nouvelles pratiques. Et on voit arriver ces nouvelles technologies, et notamment, j'en ai pas parlé tout à l'heure, on voit arriver des casques qu'on va appeler autonomes. C'est quoi des casques autonomes? C'est la possibilité de ne pas avoir ce fil qu'on peut avoir actuellement, d'avoir une batterie directement sur la tête, de ne pas avoir besoin d'un ordinateur sophistiqué pour faire tourner un casque comme ça. Et surtout des casques peut-être un peu moins performants graphiquement, mais plus accessibles financièrement. Et donc l'idée, c'est des casques qui vont sortir dans l'année 2018. Beaucoup de constructeurs sont lancés dans cette aventure. Et on croit vraiment, que ce soit aussi chez Symforelse, mais aussi c'est bien sûr ces industriels, sur le fait que ces casques vont permettre de vraiment démocratiser l'usage de cette technologie. Et donc demain, on peut imaginer que les professionnels de santé soient équipés, peut-être à leur domicile, d'un casque comme ça, peut-être que leurs enfants joueront des jeux vidéo, mais qu'eux se formeront avec ce même casque à distance, donc en e-learning, en réalité virtuelle. Et je me demandais, est-ce que c'est une vision réaliste selon vous, pouvoir se former depuis chez soi, quand on a un peu de temps, que ce soit le week-end ou le soir, ou pendant sa garde d'ailleurs, pourquoi pas? L'exercice de la médecine générale est déjà un exercice assez solitaire, et effectivement avec la nécessité de se former à des moments privilégiés qui ne sont pas toujours les mêmes pour chacun d'entre nous. Donc l'idée d'avoir accès facile à des situations ou des cas cliniques virtuels est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Mais je pense que l'intérêt de ces cas cliniques tels que j'ai pu les voir à Marseille en particulier, c'est que effectivement on peut les fabriquer quasiment à la main et à la façon dont on souhaite. Oui, vous avez l'occasion de tester les cas. Voilà. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que on voit bien que les cas cliniques sont différents pour chacun d'entre nous, et il faut pouvoir les adapter. Je crois que c'est ça l'intérêt principal. Alors après, je pense que je suis un militant plutôt des équipes de soins primaires, et je crois que l'idée aussi, c'est de pouvoir à certains moments, pouvoir faire travailler ensemble sur des situations virtuelles éventuellement, composer de cette façon une équipe autour d'un cas clinique. Et vous en avez dit un mot tout à l'heure dans votre présentation. Les équipes de soins primaires, ça comprend les médecins, mais aussi les infirmières, les kinésithérapeutes, les pharmaciens. Et je pense qu'autour d'une situation très, très pratique, on peut travailler ensemble sur le raisonnement clinique, sur la prise en charge, sur les problèmes de la thérapeutique et de l'observance, et que ça peut être quelque chose qui peut être pratiqué sur des équipes en maison de santé ou en pôle de santé. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut nous intéresser. Après, la formation individuelle des gens à leur domicile, comme vous l'évoquiez, avec éventuellement un matériel virtuel de casque, comme vous le décrivez, pourquoi pas. Pour l'instant, l'expérience n'est pas vraiment connue, donc je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais je pense qu'il faut permettre effectivement à certains médecins de se former individuellement dans leur
dans les créneaux horaires qui leur conviennent. Quitte à se rassembler plus tard pour faire un débriefing plus poussé des résultats et pouvoir comparer les pratiques. Voilà, c'est ce à quoi j'allais venir, c'est-à-dire qu'il faut quand même évidemment à un moment qu'il y ait cette rétroaction qui est absolument indispensable et il faut que à l'issue d'un travail autour d'un cas clinique, on puisse travailler ensemble. Et là on peut à nouveau réunir par des moyens simples les gens, non pas présentiels mais par vidéo ou par visioconférence, pour travailler à nouveau sur le cas clinique qui a été vécu ensemble. Alors que l'intérêt du cas clinique par rapport à ceux que l'on invente, parce qu'on le fait déjà un petit peu quelque part, c'est qu'on n'a pas un cas clinique sur papier, on n'a pas un cas clinique avec un comédien, mais il s'agit réellement de quelque chose qu'on a fabriqué et qui est standardisé, donc qui est reproductible à plusieurs reprises, donc à différents moments, et ensuite on retravaille ensemble sur la façon dont ça a été pris en charge, sur le raisonnement clinique qui a été mis en place pour chacun de ces cas cliniques et pour chacun des intervenants qui étaient présents. Très bien, merci beaucoup. Je voulais vous donner la parole, Dr Cross, sur justement, on vient de parler du taux de formation continue, sur la formation initiale. Alors j'évoquais tout à l'heure l'idée qu'un centre de simulation puisse aussi investir dans le numérique avec cette approche complémentaire du mannequin. Est-ce que vous croyez en cette vision d'avoir peut-être une pièce dédiée au numérique, d'avoir vraiment la réalité virtuelle dans un centre de simulation et que l'ensemble des professionnels, qu'ils soient du CHU et peut-être les étudiants de la faculté, puissent venir se former en réalité virtuelle dans des mondes peut-être extrêmement complexes. On peut se former, si je parle d'actualité, à des attaques terroristes, des plans blancs, des risques biologiques ou autres. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous croyez ? Oui, alors dans un avenir dont c'est difficile de définir le terme, mais je vois deux points, on va dire très techniques sur lesquels la simulation numérique peut être meilleure que nous, la simulation sur mannequin. D'abord sur quelque chose qu'on va appeler le taux de couverture. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Combien de gens on forme par rapport au nombre de gens qu'on pourrait former ? Alors par exemple pour les élèves infirmiers anesthésistes qui travaillent beaucoup au labo de simulation, on a un très bon taux de couverture puisque tous les étudiants infirmiers anesthésistes passent. Pour les étudiants en médecine, je vous parlais de l'atelier Rachi, de l'atelier ponction lombaire, on a un moins bon taux de couverture parce que tous les étudiants ne passent pas pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on a un ratio enseignant-apprenant qui est très mauvais. C'est-à-dire que nous, pour 8 apprenants, on a 3 enseignants sur une journée. Donc c'est pas un très bon ratio, quoi. 3 pour 8. Quand on voit un cours magistral, c'est 1 pour 200. Donc le ratio est bien meilleur. Donc ça coûte très cher en moyen. Et finalement, si on baisse ce ratio enseignant formé, eh bien, on augmente le taux de couverture. Et donc on peut très bien imaginer quelque chose, une salle de simulation numérique avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'ordinateurs, où tout le monde travaille sur le même cas clinique, mais et pas passif, et dans l'action, et puis dans quelque chose, on va dire, d'intégré, on va dire un enseignement dit situé, mais où on va avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir même le faire à la maison si on n'est pas au centre, et donc du coup on va pouvoir avec un enseignant former 200 personnes à la fois, comme un cours magistral, mais avec l'avantage d'être dans de l'enseignement situé. Je crois, pour appuyer vos propos, que dans les réformes, M. Doyen pourrait peut-être compléter, mais quand la réforme du 3e cycle, la réforme du 2e cycle, la simulation devient de plus en plus incontournable. Et du coup, les centres de simulation ne sont pas tous forcément dotés pour accueillir toute cette masse d'étudiants. Peut-être que le numérique est une des réponses. Oui, c'en est une. Même si, alors moi, j'y vois au début un intérêt surtout pour la formation initiale, parce que ça peut, enfin, pour les plus jeunes en tout cas au début, parce que ça peut permettre de faire un lien entre certaines théories et la pratique. Je voyais par exemple tout à l'heure dans le hall, on expliquait aux étudiants, ils ne comprenaient pas trop, c'était des jeunes, la radio du thorax, et je leur disais, vous voyez, d'un côté on a de la trame, et de l'autre côté on n'a pas de trame. De l'autre côté on voit du blanc, il y a du poumon, de l'autre côté on voit pas de blanc, il n'y a pas de poumon. Et on peut avoir un cours de radiothorax où on apprend ça, mais bon, finalement on va l'oublier. Là, ils vont apprendre ça avec un patient qui a une douleur thoracique et où à la fin on a un traitement. Donc finalement, tout peut être intégré. Moi j'ai des souvenirs très forts de mes cours d'anatomie sur la vascularisation des membres inférieurs. C'est quelque chose d'assez costaud, d'assez rude, et j'apprenais ça par cœur. Et finalement, c'est quelque chose dont je ne comprenais pas l'intérêt à l'époque. Si on vous apprend la vascularisation des membres inférieurs avec un patient qui a une ischémie aiguë,
et que vous finissez par aller mettre une Fogarty pour déboucher l'artère, finalement, ça peut être simulé dans un environnement virtuel, finalement ça permet aussi d'intégrer de l'enseignement théorique de base dans un parcours patient. Mais par contre, ça ne peut pas, à mon sens, remplacer la simulation sur mannequin, où on travaille beaucoup sur la finesse de l'interaction humaine, que là on n'a pas, où on travaille sur le regard, sur le ton de la voix qu'on emploie, et donc ça, voilà. Et ça ne remplacera pas le stage, où on est dans le rapport, dans sa positionnement professionnel, dans un positionnement par rapport à un patient qu'on connaît depuis longtemps et qu'on peut suivre plusieurs semaines, alors même que sur ordinateur ça va être très court. Donc c'est quelque chose de complémentaire pour lequel il va falloir trouver une place. Je pense que vous avez raison en plus d'insister sur la communication, car on sait que c'est générateur de beaucoup d'erreurs médicales aussi. C'est la cause de beaucoup d'erreurs médicales et bien sûr c'est une problématique éthique, mais aussi un coût pour les hôpitaux. Je pense que c'est une problématique. Je crois que les pouvoirs publics pourront s'en saisir. Je ne sais pas si professeur Vincent vous dire un mot tout à l'heure, peut-être. En tout cas, je voulais donner la parole à M. Perrochon. Je sais que pour le coup, la simulation numérique, vous y croyez. Je crois qu'il y a des projets en cours sur Limoges pour essayer de développer cette activité de simulation numérique. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yannick Perrochon, je suis universitaire, je suis maître de conférence. Je suis rattaché donc à l'IFOMER, qui est un institut Limousin de formation au métier de la réadaptation. Il faut savoir qu'à l'IFOMER, on a 3 professions paramédicales, orthophonie, ergothérapie et kinésithérapie. Et donc dans la réforme des études, ça avait été anticipé sur Limoges, puisqu'il y a un universitaire qui est rattaché à chaque filière. Et donc dans ces questions de justement pédagogique et sur l'innovation pédagogique au vu des réformes des études dans les métiers de paramédicaux, eh bien, on s'est beaucoup posé des questions sur le numérique, sur l'utilisation du numérique. On a monté quelques projets avec l'IFOMER, et puis au fur et à mesure, j'ai assisté donc à la conférence annuelle l'année dernière de Sim4Health, et j'ai vu qu'il y avait des orthophonistes qui utilisaient en fait ces plateformes pour justement former leurs étudiants. Et donc, je me suis dit qu'il était effectivement intéressant dans cette formation-là paramédicale d'utiliser ce support numérique et notamment la simulation virtuelle pour former nos étudiants. Donc c'est vrai que dans les réformes universitaires, ça n'avait pas été beaucoup, on va dire, impliqué, cette simulation virtuelle, mais ça paraissait intéressant. Donc on peut penser que, comme pour le domaine médical, jamais la première fois sur le patient, eh bien, ça peut s'appliquer quand on prend en charge, que ce soit dans un cabinet libéral ou dans un service au CHU, un patient et qu'on est par exemple kinésithérapeute. Donc dans cet objectif-là, on a finalement rédigé un projet, on a répondu à un appel à projet de l'ARS cette année, qui porte sur le déploiement de la simulation en santé. Et donc, on a demandé la création d'un centre de simulation virtuelle en santé, avec pour objectif d'équiper finalement le secteur santé, puisque c'est un projet qui finalement concerne non pas seulement les paramédicaux, mais médecine, pharmacie, maïeutique. Donc, on a finalement tous les secteurs de santé qui sont concernés par ce projet-là. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir un équipement pour avoir du matériel. Et donc on a demandé des casques de réalité virtuelle de type HTC Vive, ceux que vous avez vus tout à l'heure. On a demandé des Oculus 1, 2, 3 Oculus Rift, merci. Donc on a demandé, donc c'est des casques de réalité virtuelle, mais il n'y a pas de tracking, donc on n'a pas de déplacement. On a demandé des HoloLens, de la réalité augmentée, ce que vous avez vu. Donc toutes ces technologies-là, en fait on les a demandées pour répondre à différents besoins. Et les besoins, c'est eh bien, améliorer le savoir de nos étudiants, le savoir comme on a dit tout à l'heure, mais également le savoir-faire et éventuellement le savoir-être. C'est-à-dire que dans les thématiques ou les interrogations que vous avez sur vos prochains défis, on a réfléchi, on a commencé aussi nous en interne à se poser des questions sur des projets pour finalement former nos étudiants à réagir à l'annonce d'un diagnostic ou d'un handicap face à un patient. Donc ces technologies-là nous permettent effectivement de former nos étudiants et puis également, notamment dans le domaine paramédical et chez les étudiants en kinésithérapie, ils ne couvrent pas tous les champs en fait dans leur stage et donc c'est un moyen aussi de leur permettre de découvrir certains cas cliniques qu'ils ne pourraient peut-être pas voir finalement dans leur cursus et donc ça compléterait finalement une formation. Donc l'idée c'est de les former sur des cas qu'ils ont vus ou qu'ils vont voir avec un auto-apprentissage, mais également aussi leur donner la possibilité de voir des choses qu'ils ne verront pas finalement parce qu'ils n'ont pas la chance d'aller dans tel ou tel service. Donc on a demandé, on a déposé ce projet-là, on attend la réponse, on espère qu'elle sera positive, bien évidemment. Alors voilà, le projet il s'est fait donc, dans le cadre de la création du centre de simulation virtuelle en santé.
Et puis, nos professeurs Moreau me le rappelle, mais je pense que M. Brun l'aurait rappelé aussi. Il a une deuxième partie très importante du projet, qui est effectivement de proposer un cas virtuel, donc une simulation dans un environnement 3D, avec la prise en charge d'un patient. Donc on a choisi un cas particulier, c'est la gamantoplastie, donc c'est une rééducation d'un patient, tout simplement parce que c'est un cas qui est assez fréquent. On retrouve effectivement beaucoup dans les cabinets libéraux, et donc on utilise ce cas pour effectivement former nos étudiants à la fois sur la prise en charge, mais également utiliser peut-être cette expérience qu'a Sim4Health sur le diagnostic, puisque en kiné il y a aussi un BDMK, un bilan diagnostique, qui est basé sur des mesures, des évaluations articulaires, musculaires, etc. Et donc on peut réexploiter finalement les connaissances, les compétences qu'il y a dans l'entreprise Sim4Health, et donc on essaye de se rebondir là-dessus, d'influer en fait une thématique et une formation pour nos étudiants dans le domaine paramédical. On croise les doigts en tout cas pour cet appel d'offres à l'ARS, parce que malgré tout, c'est vrai que le financement de ces solutions, c'est une ère de la guerre, on ne va pas se le cacher. Ça reste, on recrée des mini-jeux vidéo, et donc ça a un coût. Et donc pour le secteur public notamment, il faut trouver des alternatives. Les ARS de France font régulièrement des appels d'offres. Le numérique a souvent une bonne place dans ces appels d'offres. La meilleure formation des professionnels de santé, la limitation des erreurs médicales, la formation de façon interdisciplinaire, ce sont des objectifs dans lesquels la simulation numérique et ces solutions peuvent s'inscrire. Pas que l'ARS qui finance des projets, il y a également des budgets qui viennent de l'Europe. On peut solliciter, et c'est notre rôle aussi facilitateur, de faire l'intermédiaire et de vous présenter, quand il n'y a pas forcément de budget bien identifié, des appels d'offres auxquels on va vous aider à répondre. C'est un travail fastidieux, je ne le cache pas, mais il faut le faire pour trouver des financements. On croise les doigts pour celui-ci, et on espère qu'il y en aura d'autres par la suite. En tout cas, des sources de budget, il y a d'autres options qui existent. Je vais parler peut-être de l'option qui fait la moins plaisir, c'est l'obligation de discuter avec un acteur tiers, pourquoi pas un industriel pharmaceutique qui souhaiterait s'investir dans la formation des professionnels de santé, qui pourrait apporter un apport financier. Ça arrive de plus en plus. Alors bien sûr, l'éthique est très importante, mais je pense qu'à partir du moment où le cas clinique et la formation est créé dans le cadre d'un accord purement éthique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mention de médicaments précis ou autre, mais qu'on a vraiment la volonté de former les patients, les professionnels de santé dans un cadre vraiment cadré, et que tout ça est drivé vraiment par le professionnel de santé, par les équipes de professionnels de santé, c'est une option qui peut être explorée. Attention bien sûr au partenariat mis en place entre vous, professionnels de santé, et ces industriels, mais à vous d'en définir les limites. Une autre option, c'est demander des sous à d'autres personnes, peut-être le conseil régional. Alors loin de moi l'idée de dire que le conseil régional ne sert qu'à donner des sous, mais c'est une option aussi. Je crois savoir que le conseil régional sert aussi, récupère les budgets européens. Des sous. Et je me demandais comment ça se passe. Est-ce que si on a un projet de simulation numérique, est-ce qu'on frappe à la porte du conseil régional? Est-ce qu'on attend qu'il y ait un appel d'offres qui soit passé? De façon très pratique, comment ça fonctionne? Alors déjà, merci de m'avoir convié à venir à cette table ronde. Avant de répondre à votre question très pertinente, moi je me félicite à la fois de cette réunion qui a lieu à Limoges, mais surtout, on dit toujours qu'on est un peu le petit poussé de Bordeaux, mais j'ai fait la même réunion à Bordeaux, je représentais le président Rousset à la faculté de médecine, où vous étiez avec le président Jérôme Leleu, et en fait il y avait proportionnellement pas beaucoup plus de monde, et j'ai trouvé que les échanges de cette table ronde, mais excusez-moi, c'est enregistré, étaient bien plus enrichissants que ce que les Bordelais m'ont donné comme train à mots. Voilà, donc déjà, dans l'ex-Limousin, on a, et surtout en particulier grâce à l'action de Jean-Jacques Moreau, mais de l'ensemble de la faculté, on a quand même un coup d'avance à Limoges. Et je suis très heureux que vous soyez venu à Limoges, je le dis encore plus sans langue de bois, c'est que malheureusement, au début de votre parcours de Tour de France, Limoges n'était pas sur la carte. Et c'est moi qui ai redonné, Limoges existe, on est toujours là. Donc voilà. D'ailleurs, vous pouvez prendre les premiers imprimés de Sim4Health, Limoges n'existait pas sur la carte. Donc je vous dis ça, un petit clin d'œil. Voilà. Et donc merci à vous d'être là. Alors bien entendu, la région, c'est pas un chéquier ambulant, c'est pas un chéquier ouvert. Il faut donner un sens. Le sens, en tout cas, que prend la pédagogie, et singulièrement en médecine, c'est
Il n'y a pas d'avenir sans numérique. La pédagogie, elle peut être que numérique ou mourir. Quand je dis ça, les gens me trouvent un peu violent, mais on a premièrement besoin de recentrer, bien entendu, notre pédagogie en dehors des amphithéâtres, parce que faire un cours magistral, on n'en fait plus maintenant à Limoges depuis quelques temps, mais faire un cours magistral, comme tu le disais très très bien, c'est effectivement, c'est 1 pour 200, mais je ne suis pas certain que le message va bien passer. Le cœur de notre métier, c'est d'enseigner la médecine, j'allais dire, au lit du malade, en clinique. Donc, le numérique est là aussi pour nous faire gagner du temps et donner du temps véritablement à notre profession, qui est d'enseigner la médecine, non pas dans un amphithéâtre, mais moi en pneumologie, d'autres en chirurgie, en anesthésie. Et c'est vrai aussi pour la médecine, mais c'est vrai pour les sages-femmes, c'est vrai pour les infirmières, c'est vrai pour les kinés, c'est vrai pour les... Tu parlais de l'IFOMER. Donc on est tous dans un moment où, j'appelle ça moi, le tsunami du numérique, si on ne prend pas dans la pédagogie, en particulier en santé, on va se faire ratatiner. D'accord ? Si on a la même table ronde dans, même pas 10 ans, dans 5 ans, on verra que les choses ont bougé. On était effectivement avec votre président, enfin le vôtre, de Sim4Health, mais le mien également, le mien, M. Rousset, au Québec, il y a un mois. On était au CHU, enfin à Sainte-Justine. Alors ils ont plusieurs salles de simulation, mais la réalité virtuelle, non seulement c'est dans l'apprentissage pédagogique, mais c'est également dans la thérapeutique. En particulier dans la douleur, dans la prise en charge de la douleur. On a aussi des startups comme Lucine, qui en Nouvelle-Aquitaine, on travaille dessus. Sur la douleur. Donc ils sont déjà au niveau thérapeutique avec la réalité virtuelle. Donc c'est sur les patients qui vont maintenant être traités. Alors ça dépend des pathologies, pas pour toutes les pathologies. Donc on est vraiment à un tournant très important et voilà, on a la chance de l'avoir pris à Limoges. Et donc dans tous ces projets, pour donner un sens, bien entendu la région ne peut qu'accompagner ce changement. On essaye de le faire au travers des appels d'offres, alors pas celle-là dont tu parles, parce que c'est plutôt l'ARS, mais il y en aura d'autres qui vont arriver dans la feuille de route santé. Il y a tout un pan important du numérique. On va au début 2018 lancer des appels d'offres spécifiques pour la pédagogie numérique dans le domaine de la santé. Donc ça va arriver début 2018, donc il faudra y répondre, mais je saurai vous avertir. Et enfin, j'allais dire localement, tu en parlais, mais je veux en reparler parce que je vois Jean-Yves qui est là, Jean-Yves Salle. L'IFOMER va être une des premières plateformes au niveau national où justement on va pouvoir avoir non seulement des salles de simulation, mais on va travailler avec les enseignants sur justement qu'est-ce que, par exemple, la réalité virtuelle, qu'est-ce que la pédagogie numérique au sens, pratico-pratique, qu'est-ce que ça peut apporter véritablement pour les étudiants. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qui nous intéresse à la région, c'est bien entendu, on a un cas clinique sur le pneumothorax. Est-ce qu'il faut faire venir 6 pneumologues pour parler du pneumothorax un mardi de Périgueux, Périgueux c'est très difficile, à Bordeaux, à Poitiers? Voilà, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à un cas clinique virtuel qui pourrait correspondre à la vision des médecins, qui pourrait correspondre à la vision des infirmières, qui pourrait correspondre après pour la post-prise en charge avec le kiné? Parce que, voilà, après on va demander de travailler ensemble et on n'apprend pas la médecine ensemble. Donc la réalité virtuelle peut nous faire apprendre cette dynamique-là. Donc c'est très instructif pour nous. Alors on va enfin pouvoir travailler pour l'instant, voilà, à la fois la dynamique et les interférences que nous, professionnels de la santé, nous pouvons avoir. Et pour terminer, je pense que aussi la formation de nos jeunes médecins, c'est aussi, tu en parlais avec la médecine générale, je crois qu'il y a énormément de travail à faire, de pouvoir promouvoir l'enseignement continu, formation continue qui pourrait être faite dans les maisons de santé par exemple, ça pourrait être une piste tout à fait intéressante, à la fois pour les médecins mais également pour tous les autres paramédicaux. Donc il y a aussi, je sais que tu y travailles, voilà, il faut aussi déployer des éléments pédagogiques dans la formation après la faculté de médecine, et je crois que les systèmes en particulier de réalité virtuelle s'y prêtent, mais le numérique en général. Donc la région accompagnera, bien entendu, ces changements, et en tout cas, je saurai vous redire quand les appels d'offres tomberont, avant les Bordelais, bien entendu, pour qu'on ait un peu d'avance. Merci pour les interventions. En tout cas, je pense que vous avez vraiment raison aussi sur cette approche interdisciplinaire et la réalité virtuelle, on l'a évoqué tout à l'heure, essayer de creuser cette approche, pouvoir se former ensemble dans un environnement virtuel, que ce soit à distance, mais tous ensemble avec les casques. Et je pense que c'est vraiment une piste à explorer et à creuser sur laquelle on va s'affairer. Juste pour vous répondre sur le Tour de France, en fait, à l'heure actuelle, on est à la 10e étape de ce Tour de France et il y a encore plein de facs qui n'ont pas eu la chance de nous voir.
Donc, je faisais référence à un visuel qui était sur les Limoges. tables. Il manquait Limoges, je voulais, c'était quand même assez. Effectivement, Corbière. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que vous qui les avez oubliés, vous savez, il y a d'autres. Il y a une chouchouk aussi, c'est autre chose. Je voulais donner la parole maintenant un petit peu à tout le monde sur des questions un peu plus larges. Je voulais qu'on revienne sur les freins, donc on vient de déploiement de cette simulation numérique. Bien sûr, les freins financiers ont été évoqués, mais on peut peut-être même en redire un mot. D'autres freins peut-être vous viennent à l'esprit. Est-ce que... Allez-y, professeur Moreau. Il y a une intervention, vous parlez du congrès de Marseille, la CIFEF, Société internationale d'enseignement, qui est une société francophone, et il y avait des interventions, vous avez participé sur la simulation. Il y a un de nos collègues qui a fait une réflexion qui est très intéressante. C'est le comparatif avec les pilotes d'avion. Alors évidemment, la simulation, l'utilisation des simulateurs pour ces pilotes d'avion est obligatoire. Mais la différence avec nous, c'est qu'ils sont dans l'avion. Donc on comprend pourquoi ils se forment. Leur très grande motivation pour se former, puisqu'ils sont à l'intérieur du système. Les médecins ou le personnel de santé, non. Alors, est-ce qu'on pourra un jour rendre obligatoire la simulation? J'en sais rien. En tout cas, nous, actuellement, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est de se regrouper, de faire de la formation de formateurs. Comme le disait Jérôme tout à l'heure, il nous faut plus de monde. Il faut qu'il y ait beaucoup de participants, notamment des formateurs, et il faut qu'on informe. Je pense que, bon, ici, il y a des gens qui sont intéressés, mais je ne suis pas sûr que les gens soient venus visiter le centre de simulation ici, de Simulim, qu'ils aient utilisé les systèmes. Vous avez eu beaucoup de monde, vous nous avez dit, mais combien on en a touché? 50, 100? Beaucoup d'étudiants. Oui, beaucoup d'étudiants, bien sûr, beaucoup d'étudiants, mais bon, combien d'enseignants? Voilà. Alors je pense qu'il y a des journées portes ouvertes, c'est notre rôle ici, là, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont dans cette salle, de faire de l'information, de la formation. Je pense que c'est par là qu'on gagne. Mais pour compléter votre réponse, et je pense que vous avez tout à fait raison, je pense qu'on fonctionnera en tâche bleue. C'est-à-dire que l'objectif aussi de ce Tour de France, c'est d'avoir l'occasion de discuter avec ce qu'on appelle en anglais les early adopters, vraiment ces personnes intéressées, sensibles à ces questions de numérique, qui vont vouloir s'investir et développer, utiliser ces outils dans leur formation. Et je pense qu'après, ils vont montrer ça à leurs étudiants, qui vont peut-être vouloir les utiliser encore plus, et que d'autres formateurs, d'autres enseignants vont au fur et à mesure s'y mettre. Et c'est comme ça qu'on va convaincre sur l'utilisation et l'intérêt de ces solutions. Donc je pense que c'est l'intérêt aussi de réunir, il n'y a pas forcément des salles combles, des 1000 personnes dans un amphithéâtre, mais des gens intéressés qui se posent des questions et qui leur donnent des éléments pratiques pour peut-être passer demain à la création d'un projet. Alors moi j'avais juste une petite remarque justement sur les freins. Moi, un frein qui me semble important aussi, c'est, mais vous y travaillez a priori sur les nouveaux défis, c'est de pouvoir faire de la co-construction dans le savoir, et notamment de pouvoir permettre à plusieurs acteurs de travailler ensemble. On ne peut pas réquisitionner finalement des salles entières ou réquisitionner des groupes entiers pour faire travailler nos étudiants par 2 ou par 3. Donc sur l'accès, donc le fait de travailler sur justement des PC qui demandent peu de ressources pour pouvoir avoir un plus grand nombre, ça c'est un point important. Et le fait de travailler à plusieurs sur les environnements, ça me paraît aussi essentiel, puisque quand on sait que pour juste l'HTC Vive, il faut 2 caméras avec une distance entre les caméras, un espace vide, c'est vrai qu'on recrute des ressources locales en termes de formateurs, en termes de place, environnement, en termes d'étudiants qu'on bloque dans un emploi du temps. Et donc il ne faudrait pas effectivement que ça soit des facteurs limitants pour le développement. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et je pense compléter aussi qu'il sera intéressant d'exploiter au-delà de ces freins technologiques, mais d'autres on va dire, moyens pédagogiques. On parle beaucoup de classes inversées, c'est des pédagogies qui ont été beaucoup évoquées dans les discussions qu'on peut avoir avec les doyens et dans les facultés. Qui l'a vraiment implémenté, qui l'a vraiment testé, est-ce que ça fonctionne? Et peut-être que c'est une solution. Ces solutions mixtes, ce blended learning,
cette possibilité de faire d'apprendre la théorie peut-être chez soi, de faire des cas pratiques chez soi, et qu'après on revienne en petits groupes et qu'on revienne sur des points de difficulté et qu'on fasse un apprentissage différent, peut-être que ce sont des pistes aussi à creuser. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur les freins, et notamment liés au budget. Alors c'est vrai que c'est un frein très important, mais je voudrais par exemple citer une méthode qui a été utilisée dans d'autres composantes pour contourner ce frein-là. C'est de se dire, il y a certains diplômes où il y a une dizaine d'établissements en France qui préparent le même diplôme. Et la solution qui a été retenue pour être capable de réduire le coût des serious games qui pouvaient être utilisés, c'est de se dire, plutôt passer une commande d'un serious game qui m'est dédié, qui correspond exactement à mon besoin et qui peut être très performant pour mes étudiants, plutôt que le faire tout seul et sortir avec une facture à 100 000 € à peu près, c'est de se dire comment je me regroupe à une dizaine de composantes qui délivrent exactement le même diplôme et donc qui ont exactement le même intérêt pédagogique. C'est de se dire, je passe d'une facture à 100 000 € que je divise en 10, et puis chaque établissement a donc abondé à hauteur de 10 000 €. Et ça a été un moyen pour lever ce frein-là, notamment financier. Et le retour qu'ils en ont eu, c'est de se dire, lorsqu'on fait participer des étudiants, alors le format est un petit peu différent de ce qu'on a dit aujourd'hui, mais ça revient à peu près au même, c'est je fais jouer, entre guillemets, les étudiants pendant 3 jours complets sur ce serious game, avec des heures de début et des heures de fin, et on se rend compte très vite qu'au cours du temps, alors qu'on ne le demande pas aux étudiants, ils arrivent plus tôt le matin et on part plus tard le soir, tout ça sur de la pédagogie. Et avec des éléments qu'ils retiennent, qui sont forts, et là-dessus on retrouve des étudiants extrêmement moteurs qui acceptent d'aller plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ. Je pense que même maintenant on peut aller sur une approche internationale, et c'est vrai que des partenariats peut-être avec des universités ou des facultés, comme on peut voir dans d'autres pays, qui sont peut-être plus dotés financièrement, avec des acteurs privés qui les financent. On n'a pas besoin d'aller forcément très loin. Les Pays-Bas, par exemple, ont des facultés de très belles universités privées, ou les États-Unis aussi, un peu plus loin. Peut-être des partenariats peuvent être mis en place avec une expertise française qui est à mettre en avant, une expertise scientifique, et un financement qui peut venir d'ailleurs aussi. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. L'anecdote que je viens de raconter pour quelques licences pro françaises peut être évidemment généralisée à tous les types de diplômes équivalents. Dans le pays francophone, ça règle le problème de la langue, mais également à l'international si les étudiants sont capables de suivre des cours en anglais. Puis on a créé son cas, après on la met sur la plateforme éducative et on regagne des sous parce qu'on l'a revendu. Est-ce que vous avez essayé, vous avez eu l'idée de faire un gamathon justement avec différentes professions en mettant des étudiants pendant 3-4 jours et les faire travailler alors avec des infographistes, avec des développeurs, avec des étudiants en médecine, avec des... Non, c'est vrai qu'on l'a pas fait, c'est une très bonne idée. Simforel, cette fois, a participé au Hacking Health de Bordeaux. On avait monté une petite équipe. L'objectif d'un Hacking Health, c'est en 48 heures de réunir des professionnels de santé et des développeurs et ensemble de faire un projet. Alors l'idée, c'est pas forcément que les sociétés privées participent, mais on laisse s'amuser pour participer. Et en 48 heures, on a sorti une sorte de mini-jeu pour la pharmacie. L'idée étant de pouvoir former les professionnels de santé aux urgences à l'officine, parce que beaucoup de patients vont d'abord à la pharmacie en cas d'urgence et pas forcément aux urgences parce qu'ils savent qu'ils vont attendre des heures. Et du coup, pouvoir former ces pharmaciens à ces urgences. Donc on avait un esprit un peu cartoon et une grosse hémorragie d'un patient qui arrivait à la pharmacie et on devait le prendre en charge. Donc on participe, mais on n'a pas encore organisé et je pense que ça pourrait être intéressant aussi de construire d'autres projets autour de cette formation de professionnels de santé. Il reste, je crois, une petite dizaine de minutes, peut-être un petit peu moins, bientôt 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans le public auxquelles nos intervenants ou moi-même pourrions répondre? La première question est peut-être un petit peu difficile, peut-être qu'on peut passer à la deuxième. Par rapport à j'ai aucune expérience, on comprend bien le côté actif de la pédagogie. On voit que c'est très procédural, c'est-à-dire que ce soit sur le simulateur ou en réalité virtuelle, on voit que c'est la procédure qu'on travaille. Est-ce qu'il y a des expériences sur l'examen clinique? Parce que l'examen clinique, vous ne dites jamais la première fois sur le patient, même l'examen de genou, une spasticité, une rigidité extrapyramidale, etc. Est-ce qu'on sait faire ça ou ça restera encore du domaine? Parce que votre examen clinique, ce qui m'a perturbé un petit peu, c'est qu'il y a le point rouge pour les carotides, il y a le point rouge pour le cœur, il y a le point rouge. Donc même si on a une très bonne remarque. On se dit, bon, il faut que je mette mes doigts au niveau du cou, la
dernière, après Tout à fait. au déchet. Donc finalement, on m'a quand même pas mal aidé à cheminer auprès de mon patient. Pendant la veille. Et vous avez complètement raison, et je vais vous dire pourquoi, parce que cette vidéo en fait est vieille. Et au fur et à mesure des tests, parce que là c'est un outil qui est tout nouveau, hein, la plateforme Medicative est sortie en mai dernier, donc elle se développe et elle est en phase de test actuellement. Je ne pourrais pas vous communiquer le prix par exemple, parce que le prix n'existe pas, ils vont sortir normalement en novembre prochain. Et au début, effectivement, les essais plastiques. Pourquoi? Parce que quand on crée un cas, on va positionner une pastille, on va écrire son examen et on va mettre peut-être une photo, une question en dessous, on va écrire tout ça. Donc on avait laissé pour la provenance des plastiques. Et ben, ça fait partie des remarques qui ont pu être formulées. Alors, je suis désolé, vous êtes trop développé. Mais du coup, l'outil a évolué. Et ces plastiques n'existent plus. Et donc on va devoir explorer sur le patient et chercher un petit peu où est-ce qu'on peut lancer un examen. Et on demande aux formateurs de mettre le plus d'examens possible, avec des examens potentiellement pertinents. Et peut-être même qu'on peut aller plus loin, c'est-à-dire avec le coût d'un examen pour qu'il mesure aussi un petit peu le coût qu'ils engendrent. Bon, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, sur la première question qui est de savoir la partie procédurale, oui, pour l'instant, la simulation numérique permet de travailler beaucoup sur la partie procédurale, sur la création d'automatismes dans des environnements. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites technologiques. Et faire une ponction lombaire en simulation numérique, on ne sait pas faire. Pourquoi? Parce qu'on a une manette dans les mains. Et ben, cette manette, elle ne permet pas d'avoir ce retour de force qui fait qu'on est exactement au bon niveau, on a bien inséré son aiguille et on a entendu ce petit crack qui permet de savoir qu'on est au bon endroit. Ce retour, on l'a pas. Le retour haptique, on l'a pas. Ce retour de force qui fait qu'à un moment donné, on a un peu plus de... On l'a pas pour l'instant. On travaille dessus. Nous, on a des partenariats en place avec le CEATEC, par exemple, avec l'INRIA, pour faire évoluer ces solutions. Mais on n'est pas encore. J'espère que dans quelques années, on y sera. Donc pour l'instant, c'est pour ça qu'on est sur du procédural et c'est pour ça qu'on ne va pas plus loin sur des interventions et sur un examen clinique plus approfondi. Guillaume? Juste sur la simulation au sens large, il y a des tasks, des simulateurs de tâches qui sont très évolués sur l'examen clinique, notamment des seins, des trucs pour l'examen gynéco, avec tout un tas de patientes différentes qui vont avoir un col différent pour être examinables. Ça, c'est sur le côté apprentissage de l'examen clinique en simulation. C'est pour ça que le numérique se complète avec... Voilà, et nous, par exemple, on a des mannequins qui sont beaucoup utilisés pour l'urgence, un mannequin pédiatrique notamment. Et nous, on l'a amené dans les urgences du Limousin, à Brive, à Saint-Julien, et on a fait un enfant qui a mal, c'est tout. Et donc il fallait prendre en charge la douleur de l'enfant. Donc c'est très peu procédural. Et alors même que donc c'est un enfant qui parle et il y a un formateur qui va parler à la place de l'enfant, il ne va pas avoir les traits du visage, etc. Mais ça va être complété par le facilitateur qui va dire oh là là, mais il fait une grimace. Et en fait, on va créer une ambiance de enfant qui a mal. Et donc on va être sur quelque chose qui est finalement très peu procédural, comment on accompagne un enfant qui a mal, avec des bulles, en le distrayant, est-ce qu'on le distrait ou est-ce qu'on essaie de le rassurer, est-ce qu'on amène du méopat, voilà. Et finalement on arrive, et en fait ça revient un peu à la question des freins, et la réponse que j'aurais envie de donner, mais il y a déjà eu plein de réponses, c'est qu'en fait il n'y en a pas. Les freins c'est nous. Les freins, c'est l'imagination parce que c'est infini. En fait, je pourrais vous dire qu'on a du mal à libérer les apprenants, les formateurs, mais finalement, si on a fait passer 3000 personnes, c'est qu'on y arrive. Il y a plein de règles qui sont difficiles, mais finalement, quand les règles elles sont trop lourdes, on les contourne et on simule quand même. Et finalement, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Super. C'est la conclusion, non? Ouais, c'est une très bonne conclusion, effectivement. Tout à fait. On va manquer d'autres questions, peut-être, s'il reste une minute ou deux, auxquelles on pourra répondre. Peut-être vous donner des perspectives sur les évolutions à venir. On fait par exemple en ce moment une collaboration avec un institut de recherche sur Marseille, et l'objectif étant en réalité virtuelle de pouvoir discuter avec un patient et de faire de l'annonce de mauvaises nouvelles et justement pouvoir discuter avec ce patient virtuellement. On va de plus en plus, voilà, les barrières on les passe étape par étape et bientôt on pourra faire de plus en plus de choses. Vous avez parlé de la réalité augmentée et vous l'avez beaucoup présenté, on est petit, mais du coup, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples un peu pratiques de comment... Alors, vous avez tout à fait raison, réalité augmentée, on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a presque rien en formation. C'est très 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 utile pour la clinique, la chirurgie. Par exemple, vous faites une intervention et vous voyez un schéma d'organes du patient, vous l'avez généré à partir d'une URL, il y a des sociétés qui font ça très bien. Et vous avez toute l'information donc sur un coin de votre visière.
et vous pratiquez sur le patient. On peut même, il y a de nouveaux systèmes qui arrivent, on va mettre en avant la tumeur directement sur l'organe, et on sait exactement où inciser. Pour l'instant, en formation, on n'a pas encore trouvé énormément d'usages. Je vous en donne par contre quelques-uns sur lesquels on travaille. On sera présent le 26 octobre à un événement qui s'appelle le World Electric Forum, qui est une sorte de Davos du numérique dans le monde, et il y a beaucoup d'industriels qui sont présents. C'est le centre de simulation d'Angers pour la partie santé. Et on va essayer de recréer un peu le centre de simulation du futur. Alors qu'est-ce qu'on a fait? C'est que justement on travaille sur un cas clinique qui ressemble un peu à celui que vous avez testé aujourd'hui, où on va mettre 2 étudiants, tous les 2 connectés sur le même cas clinique avec 2 casques de réalité virtuelle, mais également un formateur, joué par nous, parce que c'est une sorte de pièce de théâtre et tout, avec donc un formateur qui aura la possibilité à tout moment de mettre son casque de réalité virtuelle et de voir donc, les étudiants munis d'un casque, mais également des éléments virtuels. Les éléments virtuels, donc le lit du patient, le patient virtuel qui sera présent dans l'environnement, les objets virtuels, et il aura la possibilité en fait d'interagir, d'être vraiment le maître d'orchestre de cette formation. Et c'est-à-dire que donc les étudiants vont d'abord essayer de trouver les constantes sur le patient, et à tout moment, le formateur pourra, avec son doigt, c'est comme ça qu'on commande en réalité augmentée avec son doigt, on pourra peut-être lancer une crise du patient. On pourra lancer une autre action. Et donc on sera complètement acteur de la formation. Il n'y aura pas de scénario très linéaire, c'est le formateur qui lancera telle ou telle interaction avec le patient. Ça fait partie des listes sur lesquelles on compte. Bien. Juste une toute petite dernière question. C'est concernant la recherche, parce qu'effectivement, quand on parle d'efficacité sur la formation, etc., vous l'avez évoqué tout à l'heure sur la présentation en disant qu'il y avait quelques études seulement. Il y avait d'autres études, j'imagine, pour valider finalement ces modèles. Et on avait regardé un petit peu, parce qu'on dans le cadre de Dune, on avait fait un état des lieux du matériel, mais également aussi de la littérature scientifique. Effectivement, il y a un peu de réalité virtuelle sur les écrans, la baroscopie, etc., où on va utiliser finalement ces outils. Mais tout ce qui est réalité virtuelle ou même environnement virtuel, finalement, on a les indicateurs de l'outil qui nous permettent de donner une indication si l'étudiant a bien réussi ou pas le cas. Mais pris dans la formation, c'est finalement très peu évalué. Donc est-ce que vous savez s'il y a des équipes, soit en France, à l'étranger, qui travaillent sur ces problématiques-là ou pas? Déjà, une première réponse, c'est que c'est tout nouveau, ça explique pourquoi la recherche ne s'est pas encore saisie. J'insiste sur le fait que justement, ça donne des beaux sujets de recherche, donc c'est aussi l'occasion de développer des projets et peut-être de décrocher des financements ANR par exemple. Maintenant, sur la recherche, nous aussi, on passe notre temps à essayer de regarder s'il y a de nouvelles études qui sortent. Il y a d'autres. Par exemple, à Nice, il y a un événement qui s'appelle Segamed autour du serious game et de la gamification en santé, où aussi ils font de la littérature et ils créent un peu de recherche. Donc ça fait partie des gens qui vraiment essayent le professeur Stassini se penche beaucoup sur la docimologie, qu'il appelle d'ailleurs docimologie, donc appliquée à la simulation. Le professeur Henry, qui a écrit le rapport de la HAS sur jamais la première fois sur le patient, se penche aussi sur ces travaux, mais voilà, c'est encore assez faible et on peut-être passer ce message que les universitaires ont leur place pour bien sûr lancer toutes ces recherches qui sont nécessaires. Merci. Donc, il est 8h05, on va conclure cette table ronde. Alors, merci aux intervenants d'avoir accepté de venir nous parler de simulation. Guillaume, merci beaucoup de nous avoir organisé ces rencontres de la simulation. Et puis, on continue. Comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de limite. Vous êtes les bienvenus. Très bonne soirée à tous, merci beaucoup.